Bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Voici le sommaire. La centrale thermique de Maria-Gleta de bientôt fonctionnelle. Les travaux sont achevés. Le ministre de l'Énergie était sur le site hier. Ghislain Poguet, témoin de la visite, nous en donne les détails dans ce 20h. La Banque mondiale se rassure de l'effectivité du projet Emploi des jeunes. Elle a visité les réalisations des jeunes bénéficiaires de la commune de Djougou. Les impacts sur la vie de ces bénéficiaires ont impressionné la délégation. De quoi est faite la journée des écureuils en Égypte? Les envoyés spéciaux de la télévision nationale se sont intéressés au quotidien de nos ambassadeurs à la CAN Égypte 2019. Vous le découvrirez dans cette édition. Bonsoir. Les préfets des 12 départements de notre pays ont tenu leur conclave à Abomey. Ils s'y sont retrouvés dans le cadre de leur conférence statutaire. Et c'est le ministre de tutelle Alassane Seydou qui a présidé l'ouverture des travaux de cette première session de la conférence des préfets au titre de l'année 2019. Il avait à son côté son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Bertin Adimi, Giscard Akbovi pour le reportage. Investis de la lourde mission de gestion de l'administration territoriale, ils ont tous répondu présents à Abomey de cette première session de leur conférence au titre de l'année en cours dans la cité de Ouéouadjavi. Il est beaucoup attendu. Les communes béninoises en général et celles d'Abomey en particulier attendent beaucoup de cette conférence en termes de décisions devant impacter leur vie et la gouvernance locale dans notre pays. Représentant le chef de l'État et chacun des membres du gouvernement pris individuellement dans leurs départements respectifs, les préfets en sont bien conscients. Le choix des thématiques à l'ordre du jour du conclave d'Abomey en dit d'ailleurs long. Cette conférence, qui fait suite à celle organisée l'an dernier à Diakotomé, dans le département du Koufo, devra se pencher sur des thématiques pouvant nous permettre d'accomplir efficacement notre mission et d'assurer une représentation permanente et réussie de l'État. À une bonne administration du territoire, l'exécutif attache du prix. Cette mission qui incombe au préfet devra alors être assumée avec beaucoup d'engagement et d'efficacité afin de permettre à l'État central d'affiner davantage ses politiques de développement. La tenue de cette première conférence des préfets nous permettra d'apprécier le niveau de mise en œuvre des actions majeures entrant dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale dans notre pays. Il s'agira pour nous de relever les difficultés qui handicapent la mise en œuvre de certaines actions afin d'envisager des solutions idoines indispensables pour l'exécution des plans de travail de l'année en cours. La moitié de l'année est presque égrenée, plus de temps à perdre dans l'examen des dossiers brûlants de l'heure. La situation à l'intérieur de nos départements, l'élaboration des plans de décentralisation et de déconcentration des ministères sectoriels ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, la mobilisation des ressources par les communes, la mise en œuvre du plan d'opération Guépard 2018-2019 relativement à la gestion de la transhumance dans les départements, la fonction publique territoriale. De la conférence des préfets à Abomey, il est attendu beaucoup de recommandations. Clairement énoncées, elles permettront non seulement de renforcer le pouvoir de la tutelle des communes, mais aussi d'asseoir une gestion crédible des administrations déconcentrées dans les 12 départements du Bénin. Après 17 mois de travaux à Maria-Gleta, la centrale thermique est achevée. Le ministre de l'Énergie est allé constater l'effectivité de la fin des travaux. Donnant Jean-Claude Oussou était aussi sur les chantiers des mesures d'accompagnement du projet. Et c'était hier jeudi 27 juin. Ghislain Poguet. Dernière ligne droite pour les chantiers ouverts dans le cadre de la construction de la centrale de 120 MW à Maria-Gleta 2. Le gouvernement du Nouveau Départ a sorti une centrale de 120 MW avec les technologies dernier cri. C'est une des meilleures centrales, je dirais, dans ce domaine-là qu'on peut retrouver au monde aujourd'hui. Dans la construction de la centrale, les valeurs limites d'émissions sont respectées. Quand elle est en marche, on voit à peine la fumée sortie des cheminées. À 50 mètres, on n'entend pratiquement pas les moteurs. Le coordonnateur confirme la fin des travaux.
de construction. Les travaux qui sont encore en cours à l'intérieur de la centrale sont exclusivement des travaux d'aménagement, des espaces verts et de nettoyage de sites. Plus de 1200 personnes ont travaillé sur ce site, dont plus de 90% de Béninois. Le ministre en charge de l'énergie a tenu une séance de travail avec le personnel actuel de la centrale. Une séance achevée par le don à Dona Jean-Claude Oussou d'un tableau que le personnel a baptisé « Quand l'obscurité tombe sur le Bénin ». Maria Gleta se réveille. Les chantiers liés aux mesures d'accompagnement sont également visités. Pour ce qui concerne les 25 km de basse tension à installer dans la zone, les populations demandent déjà la deuxième phase. Nous sommes inondés de questions pour dire pourquoi c'est arrêté ici. Nous demandons la seconde phase. Nous constatons que ça c'est dit, c'est fait. La seconde phase sera donc réalisée. Les compteurs sont déjà prévus. Nous sommes en train de boucler le processus de mise à disposition et d'ici quelques semaines, les compteurs seront disponibles aussi bien pour ceux qui attendent depuis un certain temps, mais également pour les nouveaux clients. Nous avons fait une prévision de commande qui va couvrir 2 ans de besoins au moins. Au collège d'enseignement général de Hueto, 24 salles de classe, une infirmerie et la clôture sont en chantier. On veut remercier le président Patrice Talon à travers le ministre. Ce qu'ils sont en train de faire à Hueto, ça sort de l'ordinaire. Les apprenants, à travers ma modeste personne, vous demandent de plaider leur cause auprès du président. Et on a besoin de laboratoires, on a besoin de beaucoup de choses. Le directeur, à travers ma personne, me charge de vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le CEI Hueto. Les 3 km de la voie d'accès au site sont pavés. Il ne reste que le carrefour à réaliser. Sur les différents chantiers, le ministre de l'Énergie rappelle ses priorités. Qualité des travaux exécutés, respect du planning et puis troisièmement, je dirais que tout ceci se fasse en symbiose, en coopération avec les habitants. Le tour des chantiers fait, Dona Jean-Claude Oussou fait un point. Cette centrale a permis également la construction de 24 salles de classe. Nous les avons visitées et tout à l'heure, c'est en pleine construction et ce sera opérationnel à partir de la rentrée prochaine. Nous avons vu l'infirmerie qui est en construction. Nous avons vu la route de plus de 3 km qui est presque achevée. Nous avons également 25 km de réseau basse tension qui va permettre une extension et une densification de cette localité pour permettre aux populations environnantes de mieux bénéficier de l'énergie électrique. L'énergie au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunité, grâce au président Patrice Talon. Les 120 mégawatts que va produire la centrale seront bientôt injectés dans le réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. Le Millennium Challenge compte MCI Bénin en partenariat avec le Millennium Challenge Corporation MCC a organisé une conférence de presse jeudi dernier à Cotonou. Objectif de la séance, faire le point du niveau d'avancement du programme démarré en 2017 et des projets phares en cours d'exécution dans le secteur de l'énergie. Suivez le compte rendu avec William Aguia et Amitié Sagwidi. Alors, je passerai rapidement à travers... Gabriel Degbeyi, coordonnateur du Millennium Challenge Compte au Bénin, expose ici le chemin parcouru par ce programme des États-Unis d'Amérique au profit de certains pays africains dont le Bénin. Dans notre pays, ce programme est axé sur l'accès à l'énergie électrique, un appui de plusieurs milliards de nos francs pour financer ce secteur. C'est 403 millions de dollars décomposés en dons des États-Unis d'Amérique, 375 millions, un peu plus de 28 millions pour la contribution du Bénin. C'est un accord de 5 ans. Ce programme comprend 4 projets: réforme des politiques et renforcement institutionnel, production d'électricité, distribution d'électricité et accès à l'électricité hors réseau. Au niveau du programme, il y a des règles strictes de gouvernance, que ce soit en termes de passation de marché ou que ce soit en termes d'administration des ressources financières. Une batterie de mesures pour garantir une gestion rigoureuse et efficiente de cet appui du peuple américain. L'objectif à terme est la disponibilité d'une énergie efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable, une première au Bénin. Ce 10e compact, qui porte un total de 403 millions, équivalent à 232 milliards de francs CFA, avec une contribution du peuple américain de 375 millions de dollars US et une contribution du peuple béninois de 28 millions de dollars américains, est le plus grand don de n'importe quel pays
à ce secteur stratégique pour l'économie nationale. En 2 ans d'exécution, plusieurs chantiers ont été ouverts avec l'accompagnement du gouvernement pour qui l'accès à l'énergie électrique pour tous est un défi pour le quinquennat. Au nom du gouvernement, je tiens à remercier le peuple américain. Le peuple américain qui nous a mis à disposition donc ce fonds important qui est un don investi, et c'est une première et c'est historique dans le secteur de l'énergie. Alors, je dirais que c'est historique, exceptionnel, mais tout simplement en cohérence avec la vision du gouvernement. Vous avez vu que tous les pans du système électrique sont visités dans le cadre de ce programme. Je veux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur nous, puisque vous avez vu la célérité avec laquelle les décisions ont été prises, les décrets ont été pris, ça va continuer à l'être. Pour qu'ensemble, nous célébrions non seulement l'an 3, l'an 4, mais qu'au bout de l'an 5, qu'on se dise, nous avons tous accompli notre mission comme il se devait. C'est donc parti pour un nouveau départ. Encore 3 années de mise en œuvre pour faire le bilan de ce deuxième compact du Millennium Challenge Corporation au Bénin. Tous espèrent un heureux aboutissement de ce programme pour une révolution énergétique au Bénin. Après 4 mois de concertation, la première session de l'année 2019 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC s'est achevée ce jeudi. Et pour clôturer la dite session, il a été procédé au sein de l'institution à un bilan des dossiers ayant été examinés et des décisions prises ainsi que des différentes activités menées. Le compte rendu des assises, c'est avec Génial Afouda, Moussi Abouka et Simon Vignon. Fin de la première session de l'année 2019 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ouverte depuis le 27 février dernier, elle était consacrée à plusieurs activités et à l'examen de plusieurs rapports. Le rapport introductif à l'adoption des décisions portant réglementation de l'accès aux médias pendant la campagne médiatique pour les élections législatives de 2019 et le rapport général du séminaire de préparation pour la gestion de la campagne médiatique des mêmes élections. Le deuxième rapport important est celui relatif à la session ordinaire de l'année 2018 de la commission technique chargée de l'étude des demandes de la première délivrance et du renouvellement de la carte de presse en République du Bénin. La présente cérémonie marque également la dernière session ordinaire de la 5e mandature de la HAC. C'était donc le lieu pour le président de l'institution de faire le point sur le parcours de l'équipe sortante. Les 4 principaux axes tracés ont été remplis avec méthode et les résultats atteints ont comblé nos attentes essentielles. Concernant le premier axe, relatif à l'amélioration de l'environnement législatif, nous pouvons nous réjouir que nos efforts en appui effectif à ceux du gouvernement et de l'Assemblée nationale ont abouti avec succès à l'adoption et à la promulgation des lois pour lesquelles le monde médiatique nous attendait beaucoup. La loi sur la radiodiffusion numérique et celle portant code de l'information. Grâce à la première, nous engageons sereinement notre pays dans l'ère du passage de l'analogique au numérique en matière de radiodiffusion. Grâce à l'adoption du code de l'information et de la communication, le processus de la mise en place du fonds d'appui pour le développement des médias est enfin dans sa phase active. La presse en ligne, qui constitue le 3e pôle autour duquel la 5e mandature a consacré beaucoup d'énergie, a connu un démarrage encore lent, mais un démarrage méthodique puisque tous les tests relatifs sont déjà adoptés et mis en œuvre. La seconde session ordinaire de la HAC pour le compte de cette année s'ouvrira dans la 2e quinzaine du mois de septembre pour une période de 4 mois. À Djougou, dans le département de la Donga, une délégation de la Banque mondiale a visité les réalisations de certains bénéficiaires du projet Emploi des jeunes PEJ issus de l'opération de l'orientation de 500 jeunes. Au thème de la visite, la délégation s'est dite satisfaite du projet au regard de ses impacts sur les activités et la vie des bénéficiaires. Le reportage est signé Enoch Roumpati et Évariste Zomaou. En pleine séance de formation en menuiserie aluminium, ces jeunes femmes exercent avec dextérité et passion un métier traditionnellement dit d'homme ou masculin.
Elles reçoivent une délégation composée des représentants de la Banque mondiale et du coordonnateur du projet Emploi des jeunes. Âgés de 15 à 35 ans, ces jeunes bénéficiaires au nombre de 18 sont issus des 77 départements du Bénin. C'est le fruit de l'opération d'orientation de 500 jeunes. Donc c'est la formation qui est en cours. Au niveau des métiers de femmes, là, nous sommes nombreuses, quoi. Donc moi j'ai décidé de faire un métier d'homme. Après cette formation, moi personnellement, je veux les instruments pour pouvoir vite commencer. On demande aide à la pêche pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir nous installer après cette formation. Cap est ensuite mis sur les lieux de travail d'autres bénéficiaires du même projet qui se sont déjà installés. Ça m'a aidé à développer le travail. Un peu plus loin, nous voici chez cette dame qui fabrique et livre en gros et en détail de la moutarde. Le projet Emploi des jeunes est une initiative du gouvernement béninois appuyée par la Banque mondiale. On commence à voir l'impact de ce projet. L'impact dans le sens que le projet effectivement génère des emplois. Il faut attendre encore quelques mois pour voir le résultat ultime de cette opération. Mais cela nous inspire tous, cela inspire le gouvernement, la banque. Et dans ce sens, on pense faire une suite. Grâce à ce projet du gouvernement, mis en œuvre par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, plus de 17 500 jeunes sont appuyés et 15 509 jeunes sont devenus promoteurs de micro-entreprises. Il faut reconnaître que les bénéficiaires ont été à la hauteur de nos attentes au niveau du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et aussi de l'attente du gouvernement. Et je pense que c'est des expériences qu'il faudrait poursuivre vraiment pour impacter un plus grand nombre de bénéficiaires dans tout le pays. Des centres de formation professionnelle sont aussi installés dans les autres départements avec d'autres formations sanctionnées par des certificats de qualification au métier. Donner un aperçu de l'état d'avancement du pays dans la mise en œuvre de la rédaction de Malabo et par rapport aux différents engagements pris. C'est l'objectif qui a réuni les acteurs intervenant dans le secteur agricole. Ils ont tenu ce jeudi 27 juin à Cotonou un atelier de validation politique du deuxième rapport biennal du Bénin. Estelle Doukounou, Samson Thiomo pour le reportage. Faire le point des résultats des différentes initiatives prises dans le but de faire rayonner le secteur agricole. C'est la cause qui réunit ces différents acteurs du domaine. Ce processus de validation politique est le fruit d'une démarche inclusive et participative de tous les acteurs intervenant de diverses manières dans le domaine de l'agriculture béninoise. Les recommandations issues des travaux ont amené les chefs d'État et de gouvernement à prendre un certain nombre d'engagements traduits sous forme de déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique. Conscient de la pertinence des 10 engagements, le Bénin, pour sa part, s'est investi dans leur mise en œuvre avec pour perspective, à l'instar des autres pays, de s'auto-évaluer sur la base d'un certain nombre d'indicateurs qui ont été définis par l'Union africaine et les communautés économiques régionales avec l'appui des partenaires. Pour les partenaires techniques et financiers, cet atelier vient à point nommé car il va leur permettre de revoir et de mesurer les différents engagements pris. Pour nous, partenaires techniques et financiers, c'est toujours intéressant d'avoir un point d'arrêt qui mesure l'existence d'indicateurs qui nous permettent de prendre la température de la situation est toujours une très bienvenue. C'est un énorme défi dont est conscient le ministère et ainsi que les partenaires, car le degré de financement détermine la crédibilité de la politique. L'engagement du Bénin dans la mise en œuvre de la déclaration de Malabo est une preuve que les décideurs politiques veulent transformer l'agriculture béninoise et prennent ainsi à cœur l'atteinte des objectifs de développement durable. Une plateforme nationale des organisations intervenant dans le volontariat sera bientôt mise en place au Bénin.
L'atelier de restitution des travaux en amont d'une telle démarche a ouvert ses portes ce mercredi à Boycon et a réuni plusieurs structures intervenant déjà dans le volontariat. Bertin Adimi, jusqu'à Akbovi. Membres de diverses organisations non gouvernementales travaillant déjà dans le domaine du volontariat et des échanges, les participants à cet atelier viennent de tout le Bénin. Le ministère des petites et moyennes entreprises et l'Office béninois des services de volontariat des jeunes les y ont conviés pour des échanges approfondis. Nous allons partager avec vous les objectifs et le processus de mise en place du dispositif de qualification des structures de volontariat au Bénin, vous rendre compte de l'atelier de WIDA sur la gestion de qualité dans le volontariat et les échanges. L'atelier de Boycon devra également nous permettre de concrétiser un vœu cher à toutes les organisations de volontariat au Bénin. Il s'agit de la mise en place de la plateforme nationale des structures de volontariat au Bénin. Des partenaires stratégiques se positionnent déjà dans l'accompagnement du Bénin qui veut faire du volontariat un puissant levier de développement durable. Nous sommes là pour vous soutenir et encourager que la mise en place du dispositif de qualité qui est en cours puisse aboutir. L'objectif étant que le volontariat soit bien développé dans le pays et qu'il soit véritablement un outil de développement. Le standard de qualité qui sera mis en place au même titre que la plateforme nationale des structures exerçant dans le domaine du volontariat doivent être débarrassés de tout écueil. Pour que ces programmes de volontariat, pour que ces programmes d'échange puissent se dérouler dans les normes requises et être bénéfiques à toutes les parties prenantes, il faut qu'ils puissent se dérouler dans des conditions optimales. Il faut qu'ils puissent respecter des critères minima qui puissent satisfaire les différents acteurs. Ce faisant, les jeunes embarqués dans la coopération et la solidarité internationale par le volontariat vont y aller désormais sans la moindre anxiété. Avez-vous pratiqué une fois le yoga? Savez-vous s'il existe une journée internationale du yoga? Et oui, le 21 juin, cet art indien est célébré pour faire connaître ses bienfaits pour le bien-être de l'homme. À Cotonou, la pratique du yoga se fait grâce à Brahma Kumaris, une association. Elle a organisé une séance d'information à l'occasion de la journée internationale du yoga. Blaise Adampo, Jules Akoikou nous en parle. Talons du sol et mettez-vous en équilibre sur les orteils. Art indien, le yoga apporte un équilibre du corps et de l'esprit. Il est un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui visent à apporter un bien-être physique et mental. La signification vraie du yoga, c'est union, communion, union entre l'esprit et le corps, union entre l'être que nous sommes et la source d'énergie. Dans cette salle, le concept est expliqué. À travers différents exercices simples, les amateurs, hommes, femmes et enfants, harmonisent leur corps à la nature. Le yoga permet de rentrer en soi-même. Et ça permet de s'ouvrir sur le monde et sur la tempête intérieure. Je pratique du yoga depuis 1963. Et ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Vers le 4e siècle, une nouvelle donne est née. Il s'agit du Raja Yoga, qui reprend des enseignements du yoga. Mais cette démarche est plus spirituelle. La prise de conscience de savoir mon mental part où, mon esprit part dans quelle direction et qu'est-ce que ce que je suis en train de dégager va m'apporter et qu'est-ce que ce que je suis en train de dégager va apporter dans la société et qu'est-ce que je suis en train de dégager par mon esprit va apporter aux autres. Tout le monde peut faire du yoga, quel que soit l'âge et même le lieu. Toutefois, le yoga physique se fait avec prudence. Le yoga, ce n'est pas difficile. Vous pouvez la pratiquer n'importe où vous êtes. Dans votre bureau, les élèves peuvent le pratiquer à l'école. Vous êtes en train de faire votre activité de tous les jours, ça compte déjà dans le yoga physique. Et ce n'est pas tout le monde qui peut pratiquer le yoga physique.
Par exemple, si quelqu'un a le maladie cardiaque ou a le cancer, il ne peut pas pratiquer le yoga physique, mais il peut pratiquer le Raja Yoga facilement. Le yoga est célébré chaque 21 juin à travers une journée internationale. En l'instituant, les Nations Unies veulent mettre l'accent sur les effets positifs de la pratique. La CAN 2019 à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ce n'est pas seulement la retransmission en direct des 52 matchs, il y a aussi le jeu pronostic en ligne sur la page Facebook de la chaîne publique. Les premiers gagnants ont reçu leur lot ce vendredi 28 juin à l'ORTB. Blaise Adampo. En attente de recevoir leur lot, ils ont le sourire dans la cour de l'ORTB. Les gagnants du jeu pronostic en ligne CAN 2019 rejoignent ensuite le studio où chacun prend son cadeau des mains de Catherine Tawes, présidente de l'amicale des femmes de l'ORTB. C'est avec une grande joie et une fierté que j'ai reçu ce lot ce matin. Je ne pensais pas du tout être parmi les gagnants vu le nombre de commentaires par match et je remercie l'ORTB. Ce qui est un peu extraordinaire, c'est que parmi plus de 1000 personnes qui ont pronostiqué pour le match, c'est-à-dire le match pour lequel j'ai été sorti gagnant, je suis retenu parmi les 2 gagnants. C'est une grâce et il faut remercier Dieu pour cela. Pour être un jour parmi les gagnants, il faut pronostiquer sur les matchs du jour, publiés sur la page Facebook de l'ORTB. C'est pas du tout facile, il faut vraiment être abonné à ORTB, être sur la page un peu plus tôt pour pouvoir faire partie des premiers gagnants. Et je remercie beaucoup ORTB pour cette grâce qu'il m'a offerte. Donc sur la page Facebook de l'ORTB, tous les jours depuis le 21 juin, les pronostics sont disponibles 2 heures avant le démarrage de chaque match. Les amis internautes, Facebookers sont invités à pronostiquer. Et donc les 2 meilleurs, les 2 ayant donné le bon pronostic, les 2 premiers ayant donné le bon pronostic sont donc récompensés. La première semaine du jeu voit donc une vingtaine de gagnants. Elle compte bien revenir dans le même studio pour le même exercice. Ah oui, c'est bien évident, je dois continuer à jouer parce que c'est l'eau, vraiment ça me rend heureux. Nous venons donc de procéder à la remise des lots aux gagnants de la première semaine de compétition et c'est le lieu de remercier nos partenaires qui ont cru en nous et qui se sont mis sur cette initiative. C'est également le lieu d'inviter les autres sponsors partenaires à se mettre sur cette initiative du service web de l'ORTB. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle remise de lot aux gagnants du jeu pronostic en ligne CAN 2019. Mais en attendant ce rendez-vous, allons dans l'univers des écureuils au pays des pharaons. Comment nos ambassadeurs passent-ils la journée en Égypte? De quoi est fait leur quotidien entre le réveil et la nuit? Nos envoyés spéciaux hospice Métoli et Augustin Baudou nous donnent quelques réponses. Michael Poté, un doublé contre le Ghana, le grand Ghana, 4 fois champion d'Afrique, l'une des équipes les plus régulières de ces 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations. C'est vrai que ça allait très vite, et on a eu la chance de marquer vite. On s'est mis vite dans le match. Dans ce genre de grand rendez-vous, il faut être prêt très rapidement. C'est la consigne qu'on avait, c'est ce qu'on s'est dit entre nous. Maintenant, sur un plan personnel, voilà, je l'ai dit auparavant, j'aime beaucoup les gros rendez-vous, les grands matchs. Et ça m'a réussi plus rapidement que je ne l'espérais. Mais on va dire, je m'étais préparé en condition, on était préparé en condition. Donc voilà, ça a payé et franchement, on est content de ça. Et je suis très content aussi pour ma part. Michael Poté, la passe de Sébio, est-ce que vous attendiez à cette passe? Comment ça s'est passé dans la tête? En fait, c'est quelque chose aussi qui est travaillé à l'entraînement, nos attaques rapides. On a essayé de jouer sur nos points forts, c'est-à-dire que dans la percussion, dans le jeu rapide. Et voilà, on sait que dès qu'on a nos joueurs milieu de terrain ou autre qui est tourné, orienté vers le sens du but adverse, on se doit de faire ces appels-là. Et puis je l'ai senti parce que voilà, même étant sur le côté, j'ai toujours tendance à beaucoup rentrer dans l'axe parce que c'est voilà, on sait que je suis attaquant et que j'ai toujours ces petits repères-là. Donc maintenant, petit à petit, ça a mis un petit peu de temps, mais voilà, je pense que j'ai trouvé un petit peu, comme on dit, la recette magique pour justement essayer de compenser le fait que je ne joue pas à la base à mon poste de prédilection, mais apporter ce que je peux faire tout en étant sur le côté. Et ça a payé et je pense que voilà, c'est bien parti et je pense que pour la suite, ça va le faire.
Il y a eu un petit crochet. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression de perdre la balle? Non, pas du tout. Si vous regardez un petit peu certains de mes buts, j'ai mis un but comme ça déjà cette saison dans mon club respectif. Voilà, c'est-à-dire que je sais que c'est très difficile de défendre pour les défenseurs en pleine course comme ça, quand il y a l'attaquant qui est lancé. Donc voilà, je l'ai joué au vice, à l'expérience, j'ai eu la chance, c'est passé. Mais voilà, quand j'ai senti dans mon dos que le défenseur boy revenait, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour l'éliminer. Ça allait très vite, ça se passe très vite dans ma tête. Et voilà, c'est l'instinct du buteur. Voilà, comme je dis, je suis un buteur malgré mes stats en équipe nationale, mais tout le monde sait que c'est différent. Voilà, j'ai eu cet instinct du buteur-là. Quand je me retrouve face au but, j'ai la capacité à réfléchir très rapidement pour finir les actions. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la réussite, parce qu'il en faut aussi pour un buteur, un attaquant, il faut de la réussite. Mais il faut aussi provoquer cette réussite, et c'est ce que j'ai fait, donc je suis content. Le second but, racontez-nous ce but. Certains disent même que c'était une Madjer. Ouais, après, moi je veux dire que c'était une potée parce que vraiment, j'ai pas, voilà, encore comme je vous dis, ça va très vite, j'ai pas réfléchi. Mais voilà, cette semaine, je pense que le staff technique pourra confirmer, je suis monté en puissance au niveau de l'entraînement. Je me suis affirmé, j'étais mieux physiquement, j'avais le contre-coup de la saison, parce que j'ai fait quand même beaucoup de matchs dans ma saison, donc c'est pas évident. Comme je vous dis, c'est la première fois qu'on fait une Coupe d'Afrique, une compétition après le championnat. Donc pour ma part, j'ai presque joué 40 matchs. Donc il y a toujours ce petit contre-coup pour la préparation. Et moi, voilà, c'est passé. Et là, je me sens vraiment de mieux en mieux. Beaucoup de gens ont été surpris par rapport à mon âge, mais je vous dis la vérité, c'est l'âge du cerveau qui compte. Je suis quelqu'un qui fait assez attention à mon hygiène de vie. Je ne dis pas que je suis assidu comme un fou, mais je fais très attention à mon hygiène de vie. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ces jambes-là et de faire des grosses courses à grande intensité. Donc voilà, cette semaine j'étais bien, j'ai marqué des buts à l'entraînement, je reviens bien, je suis en forme et aujourd'hui je suis fier de ce que j'ai pu apporter personnellement et aussi collectivement. Ben voilà, autant pour nous, vous l'avez compris, c'était à l'instant plutôt l'attaquant Michael Poté, l'attaquant des Écureuils, l'auteur des 2 buts du premier match du Bénin. En effet, pour son entrée en lice à la CAN Égypte 2019, le Bénin a tenu en échec le Ghana sur le score de 2 buts partout. Les 2 buts des Écureuils sont marqués par l'attaquant Michael Poté, dont vous venez à l'instant d'entendre les impressions. On revient avec la complicité de la technique, bien sûr, sur cet élément annoncé. Tantôt, nous allons dans l'univers des écureuils au pays des pharaons. Comment nos ambassadeurs passent-ils la journée en Égypte? De quoi est fait leur quotidien entre le réveil et la nuit? Nos envoyés spéciaux Hospice Métoli et Augustin Baudou nous en parlent. Petit déjeuner. L'intervalle de temps pour le faire est compris entre 8h et 10h maximum. Puis direction la table des kinés pour ceux qui ont des douleurs à soigner. Pendant notre tournage, nous avons surpris sur la table le capitaine Stéphane Sessignon. Deux autres écureuils, Tigani Anan et Cherifdine, viendront solliciter les doigts de Joseph Ouensavi. Avant la rencontre, il faut préparer l'athlète. Là, ça c'est un massage. Après la compétition, il faut traiter l'athlète. Soit il faut détendre son muscle, ou s'il y a des petits bobos de contracture, de douleur, parce que comme vous le savez, le football c'est un sport de contact. Donc il y a des contacts fréquents qui créent des douleurs, des zones de lésion. Il faut faire des traitements spécifiques dans ces zones de lésion. Juste dans la chambre d'à côté, Cédric fait presque les mêmes gestes. Mais si les gestes de Joseph sont à but curatif, ceux de Cédric sont préventifs. Ici, nous sommes chez l'ostéo. Les techniques ostéopathiques sont faites de manœuvres, d'étirements, de manipulation, de mobilisation qui sont propres à l'ostéopathie. J'aime bien résumer la différence entre la kinésithérapie et l'ostéopathie par cette phrase. La kinésithérapie va traiter la conséquence d'une pathologie
Et l'ostéopathie va en traiter la cause. C'est une médecine douce, exclusivement manuelle, et qui vise à rééquilibrer l'ensemble du corps dans sa globalité. En restaurant les pertes de mobilité, donc on effectue un bilan, des tests manuellement, en restaurant donc les pertes de mobilité pour retrouver une fonction optimum au niveau du corps et de ses capacités physiologiques. Le second membre du staff médical qui est à disposition de Stéphane Cessignon est partenaire entre 9h30 et 11h30. Le déjeuner est fixé à 13h et nul n'a le droit de venir en salle après cette heure fixée. À 12h30, les premiers font leur entrée dans la salle. À 13h, Michel fait le point et on passe à table. Priorité aux joueurs, les membres du staff se serviront après. Ce sont les consignes du boss, Michel Dussier, et ce depuis un mois. Passé ce troisième rendez-vous de la journée, direction les chambres pour se reposer. Reprend le défilé chez Joseph et Cédric. Khaled et Co y ont droit dans l'après-midi de 15h à 17h30. 18h, David Kiki, Seydou Barazé et autres prennent place dans le bus. Direction le stade du Canal Sporting Club sous haute escorte policière. Début de l'entraînement à 19h. Michel et Moussa ont la commande des ateliers techniques et tactiques. Roger propose son adjoint les ateliers de préparation physique et d'endurance. Tout ceci sous l'œil vigilant des kinés et de l'ostéopathe. Après 1h30 environ de travail intense, Michael Poté et coéquipiers prennent la direction des salles de bain du Canal Sporting Club. Une chambre froide est à disposition pour les séances de récupération rapide. Timing réglé comme sur du papier à musique, 22h30. L'effectif prend place dans le bus. Le dispositif sécuritaire se remet en place, direction le Mercure Hotel. Ainsi se résume le quotidien des écureuils à Ismaïlia. Un quotidien qu'on espère voir durer le plus longtemps possible. Pourquoi pas au-delà des quarts de finale. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.